Je suis assise en tailleur sur le parquet du salon de mes parents à Lyon, entourée de papiers cadeaux déchirés et de l'odeur de pain artificiel du matin de Noël. Ma sœur Chloé enroule ses doigts manucurés autour d'un jeu de clés BMW étincelante. Le métal captant les lumières scintillantes du sapin alors qu'elle pirouette comme une adolescente et non comme une femme de 32 ans. Je n'arrive pas à y croire. Elle pousse un cri aigu, rebondissant sur la pointe des pieds. Ma propre BMW. Papa la regarde avec une fierté non dissimulée. Maman joint les mains sous son menton comme si elle assistait à un miracle. La voiture est garée dans l'allée, un témoignage blanc brillant de la dévotion parentale, avec un énorme nœud rouge qui a probablement coûté plus cher que ce qu'ils ont dépensé pour tous mes cadeaux de Noël. Pendant ce temps, je fixe l'objet sur mes genoux, une tirelire en plastique en forme de personnage de dessin animé pour enfants que j'ai délaissé il y a 25 ans. L'étiquette de prix qu'ils ont oublié d'enlever indique 1,99 €. Ouvre-la, m'encourage maman en désignant le petit bouchon en caoutchouc en dessous. Mes doigts sont engourdis lorsque j'obéis. 2 billets de 5 € bien nets en sortent. C'est le début de ton fonds pour ta future maison, ma chérie, annonce papa avec un geste dédaigneux. Tu es toujours si responsable avec l'argent, pas comme certaines personnes. Il fait un clin d'œil à Chloé, qui fait semblant d'être offensée. Le silence s'étire entre nous, lourd et pesant, jusqu'à ce que maman le comble. Chloé a besoin d'un moyen de transport fiable pour ses nouveaux clients en design graphique. Ces artistes s'attendent à une certaine image, tu sais. Chloé se laisse tomber sur le canapé à côté de moi. Son parfum coûteux m'enivrait jusqu'à la nausée. Ne t'inquiète pas, sœurette, je te conduirai où tu veux quand tu en auras besoin. Elle me tapote le genou avec une douceur condescendante. Ta petite Renault doit être en fin de vie maintenant. La Renault qui m'a transportée à travers 7 heures de col de montagne hier. La Renault que j'ai fini de payer moi-même il y a 3 ans. La Renault qui est plus fiable que n'importe quelle relation dans cette pièce. Je ne peux plus respirer. 34 ans de moments exactement comme celui-ci se cristallisent dans mon esprit avec une clarté parfaite. Ce n'est pas une anomalie, c'est le schéma de toute ma vie. Ce matin même, j'avais soigneusement emballé leurs cadeaux. Une mallette en cuir pour papa qui a coûté 2 semaines de salaire, le bracelet en argent que maman avait admiré dans la vitrine d'une boutique à Marseille, l'objectif d'appareil photo professionnel que Chloé avait mentionné vouloir en passant, tous achetés en mettant de côté un peu de chaque paie pendant des mois. J'avais répété mon annonce pendant tout le trajet depuis Marseille. Ingénieur et en chef des structures. La promotion que j'avais gagnée grâce à des nuits et des week-ends de travail supplémentaires, à concevoir des bâtiments qui dureraient des générations. J'avais imaginé leur visage s'illuminer de fierté, me voyant enfin comme autre chose que la grande sœur responsable de Chloé. Peut-être que ce Noël sera enfin différent. Je m'étais murmuré à chaque aire de repos, à chaque station-service, à chaque borne kilométrique. Mes mains tremblent alors que je pose la tirelire sur la table basse. Le plastique fait un son creux contre le verre. « Excusez-moi », je parviens à dire, ma voix semblant appartenir à quelqu'un d'autre. Les toilettes. Je marche, sans courir, dans les escaliers familiers, passant devant le mur de photos de famille où le visage de Chloé domine chaque cadre. La porte de la salle de bain se ferme derrière moi avec un déclic doux avant que je ne tourne le verrou. Mon reflet me dévisage, les yeux trop secs, le visage trop composé. Je presse mes paumes contre le comptoir en marbre froid, attendant des larmes qui ne viennent pas. La pression monte plutôt dans ma poitrine, comme du béton durcissant autour de mes poumons. Les gens parlent du chagrin d'amour comme si c'était abstrait. Ça ne l'est pas. Je sens chaque chambre de mon cœur se contracter douloureusement, le sang luttant
pour passer à travers des vaisseaux qui se rétrécissent. Mon sternum me fait mal, comme si quelqu'un avait appuyé un genou dessus. C'est ça, mourir, je pense. Pas de façon dramatique, juste en diminuant. La nuit s'étire à l'infini alors que je suis allongée, éveillée, dans ma chambre d'enfant, écoutant le rire de Chloé venant du rez-de-chaussée, pendant qu'elle et mes parents planifient son premier road trip dans la nouvelle voiture. À 2h17 du matin, je m'assois enfin. Je fais mes bagages rapidement, ne prenant que ce qui compte. L'ours en peluche délavé, que ma grand-mère m'a donné, l'album photo de l'université, la petite boîte en bois contenant mon premier plan professionnel. Les cadeaux coûteux que je leur ai offerts, au fil des ans, restent là où ils sont. Ils n'ont jamais été une question de gratitude, de toute façon. La maison est silencieuse, alors que je descends les escaliers avec ma valise. La clé de ma maison reste froide dans ma paume, un instant, avant que je ne la pose sur le comptoir de la cuisine, à côté de la cafetière, qui se mettra en marche dans 3 heures. Ils ont fait leur choix. Maintenant, je fais le mien. Les lampadaires se transforment en halos aqueux alors que je navigue sur les autoroutes vides. L'horloge du tableau de bord indique 3h42 du matin, le matin de Noël. Mes essuie-glaces luttent contre la neige qui s'épaissit, tandis que Tino Rossi chante « Petit Papa Noël » à la radio. Je tourne le bouton du volume jusqu'à ce que sa voix s'estompe dans le silence. Passe un joy. Petit Noël. Je murmure au siège passager vide, ma voix se brisant sur « joyeux ». L'ironie me brûle comme de l'acide. À travers la banlieue sud de Lyon, le chauffage de ma Renault peine contre le froid de décembre. 7 ans d'âge, avec 300 000 kilomètres au compteur. Cette voiture m'a accompagnée à l'université, pour mes premiers emplois, mes promotions. Elle ne s'est jamais plainte des cols de montagne, ni des places de parking étroites. Contrairement à la BMW rutilante garée dans l'allée de mes parents avec son ridicule nœud rouge, ma voiture a gagné sa place dans ma vie. Elle était un témoignage de mon indépendance, de ma persévérance silencieuse face à leur négligence calculée. Chaque kilomètre parcouru était une affirmation de ma propre valeur, une valeur qu'ils n'avaient jamais reconnue. Je serre le volant, les jointures blanchies, non pas de froid, mais de la rage glacée qui me consume de l'intérieur. Je me souviens de toutes les fois où j'ai dû me débrouiller seule, quand Chloé recevait un soutien inconditionnel. La fois où ma chaudière est tombée en panne en plein hiver et où j'ai dû utiliser toutes mes économies pour la réparer, pendant qu'il finançait le voyage de Chloé à Bali pour trouver l'inspiration. La fois où j'ai eu une pneumonie et où personne n'a pris la peine de venir me voir à Marseille parce que Chloé avait un vernissage très important ce week-end-là. Ce n'était pas de l'indépendance qu'il m'inculquait, c'était de l'abandon. Il m'avait conditionnée à ne rien attendre d'eux, à tel point que je ne savais même plus comment demander de l'aide. Vers 6 heures, mon téléphone vibre contre la console centrale. Je baisse les yeux et vois le visage de ma mère illuminer l'écran. Pas de « Es-tu en sécurité ?» ou « S'il te plaît, rentre à la maison ». Juste « As-tu pensé à payer la facture d'électricité du chalet avant de quitter Marseille ?» Le chalet qu'ils ont acheté pour leurs escapades du week-end et que Chloé utilise pour des séances photo Instagram. Un semi-remorque me dépasse, projetant de la neige fondue sur mon pare-brise. Pendant 3 secondes terrifiantes, je conduis à l'aveugle jusqu'à ce que les essuie-glaces dégagent assez d'espace pour voir. Mes mains tremblent sur le volant alors que les souvenirs affluent plus vite que les essuie-glaces ne peuvent les balayer. 5e anniversaire. La fête de princesse de Chloé avec des décorations professionnelles, des promenades à poney et un gâteau-château à 3 étages, 30 enfants du quartier avec des chapeaux de fête. Ma fête l'année suivante. Un gâteau rectangulaire du supermarché, 2 amis de la maternelle,
des fournitures de fête du magasin à 1 euro. Ta sœur a besoin de stimulation sociale, m'avait expliqué papa quand j'avais demandé pourquoi. Tu es plus indépendante. Indépendante. Leur code POU. R. Tu n'as pas besoin de nous. Remise des diplômes du lycée. Major de promotion. Mon discours soigneusement rédigé sur la persévérance et les rêves. Des sièges vides dans la section familiale parce que l'équipe de football junior de Chloé avait un match à l'extérieur. On regardera l'enregistrement, avait promis maman. La cassette VHS est restée non déballée sur ma commode jusqu'à ce que je parte pour l'université. Ta sœur a besoin d'encouragement, avait dit maman. Tu réussis toujours sans notre aide. Sans aide. Leur code pour « tu es seul ». Mes années d'université défilent devant moi alors que les panneaux d'autoroute égrènent les kilomètres jusqu'à Paris. Travailler 25 heures par semaine à la librairie et à la cafétéria du campus. Prendre le maximum de cours pour obtenir mon diplôme plus tôt. Jongler avec les prêts étudiants et les bourses pendant que Chloé explorait son inspiration artistique à travers l'Europe aux frais de nos parents. Ta sœur a besoin de se trouver, insistait papa lors d'un de nos rares appels téléphoniques. Tu as toujours su exactement qui tu es. Savoir qui je suis. Leur code pour « tu ne mérites pas d'explorer ». Je ressens une douleur sourde dans ma poitrine, une vieille blessure qui ne s'est jamais vraiment refermée. C'était plus qu'une simple préférence. C'était un effacement systématique de mes besoins, de mes désirs, de mon existence même. Il ne m'avait pas seulement négligée. Il m'avait activement enseigné que ma valeur était inférieure. Mon téléphone vibre à nouveau. Papa cette fois. Je le laisse sonner jusqu'à ce que la messagerie vocale s'enclenche. Les premières lueurs de l'aube éclaircissent l'horizon à l'est, alors que des larmes brouillent les phares des voitures venant en sens inverse en traînées dorées. Je me gare sur la bande d'arrêt d'urgence, les feux de détresse clignotant, et je presse mon front contre le volant. Les schémas se cristallisent avec une clarté soudaine. Papa contrôlant l'argent, me privant tout en finançant le moindre caprice de Chloé. Maman manipulant les émotions, me faisant me sentir égoïste de vouloir ne serait-ce que des miettes d'attention. Le système parfait. Un parent gérant le favoritisme financier. L'autre maintenant, le contrôle émotionnel. Mon téléphone sonne encore. Pas ma famille cette fois. Monique Pérez, ma colocataire d'université, devenue mon amie pour la vie. Où es-tu? Sa voix, chaude et inquiète, remplit la voiture via le Bluetooth. Quelque part au sud de l'Auxerrois. Ma voix semble creuse, méconnaissable. Je me dirige vers le sud. Vers où? Je ne sais pas. La ligne reste silencieuse un instant. Puis, viens à Paris, reste avec moi. Une famille ne traite pas sa famille comme ça. Monique sait. Elle a été témoin d'épreuves de première main pendant nos études. Les colis qui arrivaient pour moi contenaient des produits, huit de première nécessité, tandis que Chloé recevait des vêtements de marque. Les vacances où je restais dans les résidences universitaires, parce que le billet de train pour rentrer était trop cher. Les mêmes années où mes parents emmenaient Chloé à Courchevel et à Biarritz. Je ne peux pas m'imposer. Arrête. La voix de Monique devient ferme. Tu as passé toute ta vie à être celle qui aide. Laisse quelqu'un t'aider pour une fois. Ces mots font craquer quelque chose en moi. Aider. Un concept si simple et pourtant si étranger à mon expérience. Dans ma famille, l'aide va dans une seule direction. Vers Chloé, vers mes parents. Jamais vers moi. D'accord. Je murmure, me surprenant moi-même. Envoie-moi ta position toutes les heures. Conduis prudemment. Je prépare la chambre d'amis. L'appel se termine. Je retourne sur l'autoroute, les essuie-glaces balayant la neige fraîche. Pour la première fois depuis que j'ai quitté Lyon, mes épaules s'abaissèrent, en légèrement de leur posture défensive. À 7h30,
Je passe le panneau indiquant l'entrée dans la région Île-de-France. Le panneau « Bienvenue en Île-de-France » brille sous le soleil matinal. L'écran de mon téléphone affiche 17 appels manqués, 32 messages textes. Avec des gestes délibérés, je désactive les notifications de maman, papa et Chloé. Le silence qui en résulte est plus lourd que n'importe quelle accusation. Mon estomac gargouille, me rappelant que je n'ai rien mangé depuis le dîner du réveillon. Un petit café-restaurant de bord de route apparaît devant moi. Son enseigne au néon ouvert est un phare dans la lumière du matin. Je me gare sur le parking presque vide. À l'intérieur, la chaleur m'enveloppe comme une étreinte. L'air sent le café et le grésillement du petit déjeuner sur une plaque de cuisson lointaine. Une serveuse plus âgée aux cheveux parsemés d'argent s'approche avec une cafetière. « Dure nuit ?» demande-t-elle, en plissant une tasse sans attendre ma réponse. Son badge indique « Gloria ». « Dure vie », je marmonne, puis je me sens immédiatement embarrassée par le mélodrame. Gloria ne bronche pas. « Ma petite, ça fait 40 ans que je sers du café. » Je reconnais un cœur brisé quand j'en vois un. Famille ou petit ami? Famille. Elle hoche la tête, glissant un menu vers moi. Le sang fait la parenté. L'amour et le respect font la famille. Sa main burinée se pose brièvement sur la mienne. Le plat du jour est bon aujourd'hui, avec un supplément de lard. Je commande le plat du jour et j'enroule mes mains autour de la tasse de café. Les mots de Gloria résonnent alors que je regarde les flocons de neige se dissoudre contre la vitre. Le sang fait la parenté. L'amour et le respect font la famille. Pendant 34 ans, j'ai eu un lien de parenté avec la famille Martin. Il est peut-être temps de découvrir ce que c'est que de faire partie d'une vraie famille. 3 semaines plus tard, je suis chez mon ami à Paris. Mon téléphone vibre contre la table de chevet pour la 13e fois ce matin. Le numéro de papa. Encore. Je compte jusqu'à 10 avant de le faire taire, ajoutant son appel au cimetière grandissant de messages vocaux que je refuse de ressusciter. La première semaine, leur message était empreint de confusion. La deuxième, d'inquiétude. Maintenant, à la 3e semaine, ils ont évolué vers quelque chose de plus sombre. De la manipulation enveloppée d'autorité parentale. Iris Elisabeth Martin. Le dernier message vocal de papa tonne à travers le haut-parleur quand je me décide enfin à vérifier. Si tu ne rends pas cette voiture immédiatement, je la déclare volée. Ce comportement puéril a assez duré. La Renault. Ma Renault. Celle avec mon nom sur la carte grise et 7 ans de reçu de paiement. Je serre l'oreiller contre mon estomac, ravalant l'acide qui monte dans ma gorge. Le message de Mama suit. Le médecin dit que ma tension artérielle est dangereusement élevée à cause du stress que tu provoques. C'est ça que tu veux? Que je finisse à l'hôpital parce que tu es égoïste? Je les supprime tous les deux sans répondre, bien que mon doigt hésite sur l'écran plus longtemps que je ne veux l'admettre. Mon sanctuaire temporaire dans la chambre d'amis de Monique me semble à la fois étranger et familier. Les murs sont peints d'un doux terracotta qui capte la lumière du matin, réchauffant l'espace d'une manière que mon appartement de Marseille n'a jamais fait. Sur la commode, mon ordinateur portable affiche un email que j'ai réécrit 14 fois. Cher Monsieur Dubois. Cher Monsieur Dubois, je vous écris pour demander formellement une mutation au bureau de Paris avec effet immédiat. Mon doigt clique sur « Envoyer » avant que je ne puisse reconsidérer ma décision. Pas de relation familiale. Pas de faveur demandée. Juste mon dossier. Un de travail. Ma réputation. Ma valeur en tant qu'ingénieur en structure. 3 heures plus tard, l'approbation arrive dans ma boîte de réception. Comme ça. Comme si j'avais toujours été capable de créer mon propre chemin. Ça y est, tu l'as? Monique apparaît dans l'encadrement de la porte,
lisant mon expression. Ces boucles sombres encadrent un visage rayonnant d'un bonheur sincère pour moi. Le concept me semble encore étranger, quelqu'un qui célèbre mes réussites sans se les approprier. Je commence lundi, je confirme. Maintenant, il faut juste que je trouve un logement. Je commence lundi. Monique sourit. J'ai déjà appelé Andrea du club de lecture. Elle gère des appartements dans le Marais. Loyer encadré, immeuble sécurisé, 21 minutes à pied de ton nouveau bureau. Tu n'étais pas obligé. Je le voulais. Elle me coupe, se laissant tomber sur le lit à côté de moi. Les amis s'entraident, sans condition. Un concept nouveau pour toi? Je sais. Les mots font mouche, sans condition, sans obligation, sans tenir les comptes. Les larmes que je retiens depuis 3 semaines menacent de jaillir. Je t'ai aussi pris un rendez-vous. Elle ajoute, en glissant une carte de visite sur mon ordinateur portable. Dr Levine. Mardi à 16h. La carte indique Hélène Levine, PhD, thérapie familiale. Je ne suis pas folle, je murmure. Non, concède Monique. Mais tu portes quelque chose de lourd depuis très longtemps. Ça pourrait t'aider de le poser quelque part en sécurité. Le concept même de demander de l'aide me semblait une faiblesse, une admission de défaite. Mes parents m'avaient appris que ma valeur résidait dans ma capacité à ne déranger personne, à gérer mes problèmes en silence. Monique, avec sa générosité simple et directe, démantelait cette construction brique par brique. Chaque geste de sa part était une leçon. L'amitié n'était pas transactionnelle. L'amour n'était pas quelque chose à mériter par le sacrifice. C'était un cadeau, offert librement. Le mardi après-midi, le cabinet de la thérapeute sent le produit à polir au citron et les vieux livres. Le docteur Dubois porte des lunettes de lecture sur une chaîne perlée et des chaussures confortables qui ne font aucun bruit sur la moquette. Elle ne se précipite pas pour combler les silences. Elle attend simplement que je lutte pour former des mots qui n'ont jamais été prononcés à voix haute. Le favoritisme, je dis finalement. Le mot reste suspendu entre nous comme une planète nouvellement découverte. Toute ma vie. Et comment vous sentiez-vous par rapport à ça? Demande-t-elle. Comme si je valais exactement 10 €, je réponds. Plus tard cette semaine-là, l'appartement qu'Andrea me montre est petit, 60 mètres carrés, avec une kitchenette à peine assez large pour un réfrigérateur. Mais les fenêtres donnent à l'ouest, captant le soleil de l'après-midi qui se déverse sur le parquet. Il est à moi le soir même. J'achète un futon, une lampe et un petit bureau. Rien de plus. Le vide semble intentionnel plutôt que misérable. De l'espace pour grandir. Monique m'entraîne dans un centre communautaire le samedi suivant. Cours de poterie, annonce-t-elle. Tu as besoin de quelque chose qui ne soit ni le travail ni la thérapie. Je proteste jusqu'à ce que mes mains s'enfoncent dans l'argile fraîche, la sentant céder et résister simultanément. L'instructrice, une femme aux cheveux d'argent et à la salopette tachée de peinture, se tient derrière moi. « Ne la force pas, murmure-t-elle. Écoute ce qu'elle veut devenir. » Mes doigts tremblent alors qu'ils façonnent quelque chose à partir de rien. À la fin du cours, j'ai créé un petit bol imparfait aux bords inégaux. Il est hideux et magnifique, et entièrement à moi. La sensation de l'argile sous mes doigts est une révélation. C'est la première fois depuis des années que je crée quelque chose sans but précis, sans attente de performance ou de validation. Ce bol n'a pas besoin d'être utile ou parfait. Il existe simplement, comme moi. C'est une métaphore puissante de ma propre reconstruction. Prendre la matière brute de ma vie et la remodeler, non pas selon les attentes des autres, mais selon ce qu'elle aspire à devenir. Chaque imperfection du bol est une cicatrice, un souvenir, mais l'ensemble est une nouvelle forme,
Une nouvelle création. Le premier appel vidéo a lieu 4 semaines après Noël. Je réponds à la 3e sonnerie, me préparant à la vague de culpabilité familière que leur visage déclenche. « Où étais-tu passé ?» demande immédiatement papa. Son visage remplit l'écran, rouge d'indignation. « Ta mère s'est fait un sang d'encre. » Derrière lui, maman tamponne des yeux qui restent stratégiquement secs. À Paris, je réponds calmement. J'ai été mutée. Sans en discuter avec nous d'abord ? Int. Revient maman, se poussant dans le cadre. Comment as-tu pu être si inconsidérée ? La vieille rengaine me serre la poitrine. M'excuser, apaiser, réparer. Mais les mots du docteur, Dubois résonnent. Vos sentiments sont valides. Leurs réactions leur appartiennent. Pas à vous. J'avais besoin d'espace, je dis à la place. De l'espace par rapport à quoi ? Aboie papa. À la famille ? À la responsabilité ? À devenir adulte ? De me sentir invisible ? Je réplique, surprise par la fermeté de ma voix. D'être moins valorisée que Chloé ? D'essayer de mériter un amour qui aurait dû être donné gratuitement ? Les larmes de maman coulent instantanément, pile au bon moment. Comment peux-tu dire des choses aussi blessantes ? Nous vous avons toujours aimé de la même manière. Je ne suis plus responsable de vos sentiments, je lui dis. Les mots me semblent être des pierres que j'ai portées dans ma bouche pendant des années. Enfin, libérées. Je suis responsable des hemp. Yen. Papa frappe la table de la paume de sa main. Cette conversation est terminée jusqu'à ce que tu sois prête à t'excuser. Alors je suppose que nous avons fini de parler ? Je réponds, et je mets fin à l'appel. Dans les jours qui suivent, les rumeurs me parviennent par des messages LinkedIn et des SMS d'anciens collègues. Selon la légende familiale, j'ai fait une dépression nerveuse. Je vis dans la misère. J'ai rejoint une secte. L'Instagram de Chloé la montre l'air préoccupée sur des photos au filtre de bon goût, avec des légendes faisant de vagues références à un chagrin familial et priant pour ceux qui luttent avec leur santé mentale. Mes nouveaux collègues ne savent rien de ce récit. Ils ne voient que mon travail, la précision de mes calculs, l'innovation de mes conceptions. Lorsque Chloé se présente sans prévenir à la réception du bureau 10 jours plus tard, Monique est justement en train de déposer mon déjeuner. Elle est en réunion. On l'informe froidement Monique, et elle restera en réunion indéfiniment pour les visiteurs non invités. Mon groupe de thérapie se réunit le mercredi soir dans le sous-sol d'une église qui sent le café et les vieux cantiques. 8 inconnus liés par des blessures similaires. La famille n'a pas de passe-droit juste parce que c'est la famille, dit Raymond, un comptable de 60 ans qui n'a pas parlé à son frère depuis 20 ans. L'amour sans respect n'est pas de l'amour. C'est de la possession. Les mots s'installent dans ma poitrine comme une vérité. C'est dans ce sous-sol que je commence à comprendre que mon histoire, bien que profondément personnelle, n'est pas unique. D'autres ont navigué sur ces mêmes eaux troubles, ont lutté contre les mêmes courants de culpabilité et d'obligation. Leurs histoires me donnent de la force, validant mes propres expériences et me montrant qu'il existe un chemin vers la guérison. Je ne suis pas seule dans ma FU. Je fais partie d'un exode silencieux de ceux qui ont choisi de se sauver eux-mêmes. 6 mois après Noël, mon appartement s'est transformé. Des poteries bordent les rebords de fenêtres, chaque pièce plus raffinée que la précédente. Un vrai lit a remplacé le futon. La promotion au poste de chef de projet senior s'est accompagnée d'une augmentation qui a mis fin à toute anxiété financière persistante. Sur ma bibliothèque trône la tirelire en plastique. Je l'ai remplie de billets de 10 €, un pour chaque semaine de liberté. Pas comme une punition, mais comme un rappel. Parfois, les plus petites trahisons révèlent les plus grandes vérités. La première saison des fêtes approche avec un mélange d'appréhension et de soulagement. Pas de cadeaux à acheter qui ne seront pas appréciés, pas de comédie à jouer,
pas de dévalorisation à subir. Juste moi, dans un espace que j'ai créé, devenant quelqu'un que j'apprends enfin à valoriser. Voilà. Il n'est bien plus que 10 €. Cette nouvelle solitude n'est pas un vide, mais une plénitude. C'est l'espace nécessaire pour entendre mes propres pensées, pour identifier mes propres désirs. Je redécouvre des plaisirs simples. Lire un livre sans interruption, marcher le long de la Seine au crépuscule, savourer un café en terrasse sans sentir le poids du jugement ou de l'attente de quelqu'un d'autre. C'est une renaissance silencieuse, un réapprentissage de soi loin du bruit assourdissant de ma famille. Le silence n'est plus menaçant. Il est devenu mon sanctuaire. Je réalise que pendant des années, j'ai confondu l'agitation familiale avec l'amour et le calme avec l'abandon. La vérité était exactement le contraire. La véritable connexion naît dans la paix, pas dans le chaos. Je me prépare pour les fêtes, non pas comme une fuite, mais comme une célébration de ma nouvelle souveraineté. Je prévois un petit dîner avec Monique et quelques nouveautés aux amis. Pour la première fois, Noël ne sera pas un test d'endurance, mais une source de joie authentique, une joie que j'aurai moi-même orchestrée. Je suis la seule architecte de ma propre vie maintenant, et les plans que je dessine sont enfin à ma mesure. 1 mois plus tard, l'enveloppe ivoire repose sur mon comptoir de cuisine comme une mine antipersonnelle. 3 jours qu'elle est là, intacte. L'invitation au mariage de ma cousine Vanessa. Mon nom en calligraphie élégante, Iris Martin. Pas de plus sain. Juste moi, attendu pour retourner au bercail, non accompagné. Alors, qu'en pensez-vous, Iris ? Demande le docteur. Dubois, le fauteuil de son bureau grinçant alors qu'elle se penche en avant. Je trace le bord de la coudoir, comptant les clous en laiton un par un. J'y vais. C'est un changement par rapport à la semaine dernière. Remarque-t-elle, ses sourcils se haussant légèrement. À mes conditions, j'ajoute rapidement. J'ai réservé une chambre, à l'Hilton à 4 pâtés de maison du lieu de la réception. Papa a appelé 2 fois, insistant pour que je reste dans leur maison de location avec tout le monde. Et qu'avez-vous dit ? Rien. Je souris, me remémorant la satisfaction de laisser sa messagerie vocale se remplir de messages de plus en plus désespérés. La limite est le message. 7 mois de thérapie m'ont appris le vocabulaire de l'autoprotection. 7 mois après avoir quitté Lyon en voiture. 7 mois à me reconstruire, une séance de thérapie, un cours de poterie, une soirée paisible seule à la fois. Pendant la séance, mon téléphone a vibré. Chloé. Le 3e texto de la journée. J'ai hâte de te voir le week-end prochain. On a besoin d'un moment entre sœurs avant la folie du mariage. Je glisse le téléphone dans mon sac sans répondre. Le docteur. Dubois le remarque. Votre sœur encore ? Soudain, nous sommes les meilleurs amis du monde. Je ris, mais le son est creux. Eleanor. Et m'envoyait jamais autant de textos quand nous vivions dans la même ville. Que pensez-vous qu'elle veuille ? Que je vienne la chercher à l'aéroport. De l'argent. L'ancienne Iris qui portait ses bagages émotionnels en plus de ses vraies valises. Je passe mes doigts sur l'échantillon de tissu sur mes genoux, de la soie bleu nuit pour la robe que j'ai commandée. 3 essayages pour s'assurer qu'elle tombe parfaitement sur mes épaules. Qu'elle effleure mes courbes, sans excuse. La couleur du pouvoir, pas de la réconciliation. Ils ont enrôlé leur lieutenant, dis-je au docteur. Dubois. Mon oncle Pierre a appelé hier soir pour dire que les familles doivent y rester unies. Ma tante Judith a envoyé un email sur le fait que le pardon est divin. Même le fiancé de Vanessa a envoyé un message sur Facebook. Ils se coordonnent. Et comment cela vous fait-il sentir ? Avant la thérapie, j'aurais dit « bien », toujours « bien ». Au lieu de cela, je retrace
La vérité physique de mes émotions. La gorge serrée, la sueur froide le long de ma racine des cheveux, le léger tremblement dans mes doigts. Terrifiée, j'avoue, mais aussi prête. Plus tard dans la soirée, j'étale le plan de table que Vanessa a accidentellement inclus dans un email de groupe sur ma table de cuisine. Me voilà, placée entre mes parents, directement en face de Chloé. Le tableau familial restauré, je saisis mon téléphone. Vanessa ? C'est Iris. J'ai une petite demande concernant le plan de table. Cette conversation téléphonique est un test. Pour la première fois, je demande un changement pour mon propre confort, sans me justifier à l'excès. Je demande simplement à être assise avec nos cousins de Marseille, loin de l'épicentre du drame. La réponse de Vanessa est étonnamment accommodante, un signe peut-être que les fissures dans la façade familiale sont plus larges que je ne le pensais. Le vendredi arrive avec un brouillard, parisien, qui se dissipe alors que mon avion décolle. Les nuages s'écartent, quelque part, au-dessus du massif central, révélant le paysage de mon enfance. Mon rythme cardiaque s'accélère alors que nous amorçons notre descente vers Lyon. Le lieu du dîner de répétition brille d'une lueur dorée contre le ciel crépusculaire. Je me tiens sur le trottoir, touchant le pendentif en pierre lisse que Monique m'a donné avant mon départ. La force, ce n'est pas de ne pas ressentir la peur, m'avait-elle dit. C'est de la ressentir et d'avancer quand même. Je redresse les épaules et j'ouvre la lourde porte en bois. Les conversations s'arrêtent en plein milieu des phrases. Les têtes se tournent. La main de ma mère vole à sa gorge. Le verre de mon père s'arrête à mi-chemin de ses lèvres. J'ai changé. L'Iris qui s'est enfuie à Noël était une ombre. Cette femme en pantalon noir ajusté, chemisière en soie émeraude et talons, qui annonce chaque pas avec autorité, est solide, présente. Les clous en diamant à mes oreilles captent la lumière alors que je balaie la pièce du regard, hochant la tête en signe de reconnaissance, sans me précipiter vers qui que ce soit. Chloé s'approche la première, les bras tendus, mais quelque chose est différent. La montre de créateur a disparu, les mèches dans ses cheveux ont repoussé. Son sourire semble tendu plutôt qu'autoritaire. « Tu es magnifique », dit-elle en m'étreignant brièvement. « Merci. » Je recule, maintenant l'espace entre nous. « Comment va la BMW ?» Ses yeux se détournent. « J'ai dû la vendre. J'ai une Honda. Plus pratique, tu sais. » Derrière son épaule, j'aperçois mes parents blottis avec ma tante Marthe. Ma mère tamponne ses yeux avec une serviette en papier. Les épaules de mon père sont affaissées, une posture que je ne lui ai jamais vue. Ma cousine Tara apparaît à mon coude, un gin tonic à la main. « Mon Dieu, je suis si contente que tu sois là, murmure-t-elle. Tu n'imaginerais pas le drame depuis Noël. Oh, tes parents vendent la maison. » Elle se penche plus près. « Des factures médicales, disent-ils. Mais tout le monde sait qu'ils ont renfloué Chloé pendant des années. La réalité les a finalement rattrapés. » Avant que je puisse répondre, un serveur circule avec du champagne. Je prends une coupe, regardant les bulles monter et éclater à la surface. Tout comme les histoires de famille, ce qui monte finit par éclater. Mon oncle Simon s'approche, serrant ma main libre. « Tu as l'air en forme, Iris. Ce travail à Paris doit te réussir. » « Chef de projet senior maintenant, dis-je, les mots ayant encore un goût nouveau sur ma langue. Ses yeux s'écarquillent. « Sans blague ? C'est merveilleux. » D'autres parents gravitent vers moi tout au long de la soirée. Mon cousin Michel avoue qu'il avait toujours remarqué à quel point j'étais traitée différemment. Ma tante Marthe me serre trop fort dans ses bras, sans murmurant. « Ton père a perdu son emploi il y a 3 mois. Ta mère prend des anxiolytiques. » J'absorbe chaque révélation avec le détachement étrange de quelqu'un qui regarde les vagues se briser contre un rivage dont il s'est retiré pour se mettre en hauteur. Je ne ressens ni triomphe ni pitié,
mais une sorte de validation triste. La vérité, si longtemps enfouie sous des couches de déni et de faux-semblants, remonte enfin à la surface. Non pas à cause de mes accusations, mais à cause du poids insoutenable de leur propre choix. Leur univers, si soigneusement construit autour de Chloé, s'effondre maintenant que le pilier silencieux qui le soutenait a été retiré. Mon père m'accule pendant l'apéritif, son haleine chargée de bourbon. La famille reste unie, Iris. Sa voix porte le poids familier de l'autorité, mais quelque chose d'essentiel s'est effondré en dessous, quoi qu'il arrive. Vraiment, papa? Je croise son regard sans ciller. Ou est-ce que certains membres de la famille restent unis, tandis que d'autres sont mis de côté? Son visage rougit. Nous t'avons toujours soutenu. 10 € dans une tirelire. Les mots sortent plus doucement que je ne l'avais prévu, mais ils atterrissent avec précision. C'était votre définition du soutien. Il ouvre la bouche, la referme, puis s'éloigne. Dans les toilettes des dames, ma mère apparaît à côté de moi, au lavabo, les yeux remplis de larmes. « Tu nous manques tellement », dit-elle en tendant la main vers la mienne. Je continue à me laver les mains, le savon glissant entre mes doigts. Vous me manquez aussi, ce que je pensais que vous étiez. De retour dans la pièce principale, Chloé m'entraîne sur la terrasse. L'air du soir porte l'odeur des roses du jardin en contrebas. La BMW a été saisie? Lâche-t-elle. Je suis criblée de dettes. Les clients en design ont disparu. Papa ne peut plus m'aider. Sa voix se brise. Je ne sais pas comment en faire, Iris. Je n'ai jamais appris à me débrouiller seule. L'aveu reste en suspens entre nous. Il y a 7 mois, j'aurais immédiatement offert des solutions, de l'argent, un endroit où rester. L'ancienne Iris aurait ajouté ce fardeau à sa collection. Au lieu de cela, je pose doucement ma main sur son bras. Ça doit être vraiment difficile, Chloé. Je ressens de la compassion sans responsabilité, une distinction qui m'a pris des mois de thérapie à apprendre. Je suis désolée que tu traverses ça. Ses yeux s'écarquillent légèrement à ma réponse. De la compassion sans sauvetage. Je peux t'aider à faire un budget, je propose, mais je ne peux pas régler ça pour toi. Par-dessus son épaule, je vois Vanessa dans sa splendeur prémaritale, entourée de ses demoiselles d'honneur. Demain apportera ses propres défis. Mais ce soir, debout sur cette terrasse, sentant le poids des attentes familiales glisser de mes épaules comme de l'eau, je réalise qu'il y a eu, je n'ai plus peur. Je suis la femme qui a tourné le dos à une vie de dévalorisation, qui a bâti une vie à partir des fondations. Quoi qu'il arrive, j'y ferai face, fermement ancrée sur le terrain que j'ai moi-même créé. La conversation avec Chloé n'est pas une fin, mais un début. Le début d'une nouvelle dynamique où je ne suis plus la gardienne de ma sœur. C'est terrifiant pour elle et libérateur pour moi. C'est l'acte le plus aimant que je puisse lui offrir, la laisser faire face aux conséquences de ses propres choix et de l'éducation qu'elle a reçue, tout comme j'ai dû le faire. Le lendemain, je me tiens dans la suite nuptiale des jardins de la Magnolia, regardant ma cousine Vanessa se transformer de mariée nerveuse en femme radieuse. Le soleil du matin se déverse à travers de hautes fenêtres, baignant tout d'une douce lumière dorée qui contraste avec la tempête qui gronde dans ma poitrine. Iris, tes parents te cherchent, murmure. Et ma tante Marthe, ses doigts doux sur mon avant-bras. Ils sont dans la bibliothèque. Ils ont dit que c'était important. Je savais que ce moment allait arriver. 7 mois depuis que j'ai quitté leur maison de Lyon, ne laissant derrière moi qu'un mot et une vie de ressentiment. Merci, Marthe. Ma voix semble plus calme que je ne le suis. Je les trouverai après avoir aidé Vanessa avec son voile. Les yeux de Marthe s'adoucissent. Ils ont mentionné quelque chose à propos d'une urgence familiale,
avant la cérémonie. Bien sûr qu'ils l'ont fait. La porte de la bibliothèque semble plus lourde que la physique ne le devrait, alors que je la pousse 30 minutes plus tard. Maman est assise droite comme un piquet sur une chaise à haut dossier, des mouchoirs déjà serrés dans sa main. Papa fait les 100 pas près de la cheminée, ses mouvements vifs et contenus. Chloé se tient près de la fenêtre, portant une robe qui coûte plus cher que mon premier mois de loyer à Paris, bien que la BMW saisie ne soit nulle part en vue. Iris. Dieu merci. Maman se lève, les bras tendus. Nous devons parler en famille. Je reste dans l'embrasure de la porte. La cérémonie commence dans 40 minutes. Assieds-toi, Iris. Papa désigne la chaise vide, positionnée pour leur faire face à tous les trois. Une intervention mise en scène. Ça ne peut plus attendre. Je ferme la porte derrière moi, mais ne me dirige pas vers la chaise. J'écoute. Chloé s'avance. Iris, ça a assez duré. Papa a perdu son travail il y a 3 mois. L'entreprise a réduit ses effectifs. Intervient rapidement papa. Des coupes budgétaires. Maman voit un thérapeute pour sa dépression. Continue Chloé. Tout a commencé quand tu es partie à Noël. Maman tamponne ses yeux secs. Nous vendons la maison. La sainte trinité parfaite. Crise financière, problèmes de santé et culpabilité réunis en un seul paquet bien ficelé. Il y a 7 mois, je me serais effondré ça. Ou le poids de leurs attentes, je me serais excusée pour quelque chose qui n'était pas de ma faute et j'aurais offert mon aide. Aujourd'hui, je me dirige vers la chaise indiquée, pose mon sac à main à côté et m'assois, la colonne vertébrale droite. Je suis désolée d'apprendre pour ton travail, papa. Et maman, je suis contente que tu reçoives de l'aide. Leur visage exprime la confusion face à ma réponse calme. N'as-tu pas entendu ce que nous avons dit? La voix de Chloé monte. Ils vendent la maison à cause de toi? Non, ils vendent la maison à cause des choix qu'ils ont faits bien avant que je parte. Je sors un album photo relié en cuir de mon sac. J'ai apporté quelque chose à vous montrer. Maman fronce les sourcils. Nous n'avons pas le temps pour... C'est vous qui avez demandé cette réunion. J'ouvre l'album sur mes genoux. Alors, nous avons le temps. La première page montre 2 fêtes d'anniversaire côte à côte. Le thème élaboré de Princesse de Chloé, avec des animateurs engagés, et ma fête la même année avec un gâteau du supermarché à la table de la cuisine. Vous vous souvenez de ça? Je feuillette les pages des matins de Noël, des remises de diplômes et des vacances en famille, où le schéma du favoritisme est indéniable. J'ai passé des mois à compiler les preuves de ce que j'avais toujours ressenti, mais que je ne pouvais pas prouver. Le visage de papa s'empourpre. C'est ridicule. Nous vous avons toujours traité de la même manière. Je sors un dossier de relevé bancaire. Mes prêts étudiants. 67 000 € que je suis encore en train de rembourser. L'éducation de Chloé. Entièrement financée, y compris son année en Europe pour son inspiration artistique. Chloé se tortille, mal à l'aise. Ce n'est pas juste. Tu as choisi l'ingénierie. C'était ta décision. C'était ma passion. Je la corrige. Tout comme l'art était la tienne. La différence, c'est que ma passion n'a pas été considérée comme digne d'investissement. Maman se lève, les mains tremblantes. Nous n'avions pas l'argent quand tu es allée à l'université. Les choses étaient différentes à l'époque de Chloé. J'ai tout appris sur vos dossiers financiers il y a des années, maman. Je la coupe. La promotion de papa est arrivée quand j'avais 16 ans. L'héritage de grand-mère est arrivé avant ma première année d'études supérieures. Vous aviez l'argent. Vous avez choisi de ne pas le dépenser pour moi. La pièce devient inconfortablement silencieuse, alors que j'étale des cartes d'anniversaire couvrant 30 ans. Les messages à Chloé débordent d'un amour effusif. Les miens contiennent des conseils pratiques et des rappels de travailler dur. Nous avons toujours su que tu t'en sortirais, dit finalement papa, sa défense se fissurant. Tu as toujours été si capable. Voilà. La vérité derrière des décennies de disparité.
Être capable ne signifie pas que je méritais moins. Est-ce d'amour? Ma voix reste stable, même si la chaleur monte derrière mes yeux. Être responsable ne signifiait pas que je devais porter les fardeaux de tout le monde. Maman s'effondre en larmes sincères, non manipulatrices. Nous n'avons jamais voulu te faire de mal. L'intention n'efface pas l'impact. Je plonge une dernière fois la main dans mon sac. La tirelire en plastique fait un son creux, alors que je la pose sur la table basse entre nous. Papa la fixe. Qu'est-ce que c'est que cette absurdité? Je retire le bouchon en caoutchouc. Des dizaines de billets de 10 € bien nets s'en échappent, une monnaie inhabituelle qui attire l'œil. J'ai économisé un billet de 10 € pour chaque semaine depuis Noël, j'explique. Il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit de ce que vous pensiez que je valais. Chloé ramasse l'un des billets, le retournant dans ses doigts. Je n'avais jamais réalisé comment ça se présentait de ton côté. Sa voix manque de son tranchant défensif habituel. Ils ne m'ont jamais appris à me débrouiller seule. À l'extérieur de la bibliothèque, des parents passent, leur voix flottant à travers la porte lourde. Dans quelques minutes, ils se rassembleront pour célébrer l'amour et l'engagement, tandis que notre famille affronte des décennies de son absence. Je ne veux pas d'excuses, dis-je en me levant. Je veux du changement. J'envisagerai la réconciliation à 2 conditions. Une thérapie familiale et le respect de mes limites. Papa ouvre la bouche pour argumenter, mais maman pose sa main sur son bras. Nous le ferons, dit-elle, nous surprenant tous, quoi qu'il en coûte. Je rassemble mes preuves et la tirelire, mais je laisse son contenu sur la table. C'est à vous, un rappel de ce qui arrive quand on valorise un enfant plus qu'un autre. En me dirigeant vers la porte, je m'arrête, la main sur la poignée. Je dois aller m'asseoir pour la cérémonie. Mon amie Monique me garde une place. En sortant dans le couloir, le dos droit et le cœur plus léger qu'il ne l'a été depuis des mois, j'entends Chloé murmurer à nos parents. Elle est différente maintenant. Elle a raison. La femme qui est partie ce matin de Noël, ne transportant que chagrin et résolution, est partie. À sa place se trouve quelqu'un qui comprend enfin que sa propre valeur ne se mesure pas à ce que les autres pensent qu'elle mérite, mais à ce qu'elle refuse d'accepter. À Noël, le soleil se déverse sur le parquet de mon appartement parisien, alors que des amis se rassemblent autour d'une table qui m'appartient vraiment. L'odeur de romarin et de sauge de la dinde rôtie se mêle au rire, de vrais rires, pas le genre de rire forcé qui résonnait autrefois dans la maison de mes parents. À Iris, Monique lève son verre, ses boucles sombres captant la lumière de la fenêtre. Qui construit des ponts mieux que quiconque que je connaisse, tant au travail que dans la vie? Mes joues s'échauffent à ce toast. Il y a 1 an aujourd'hui, j'ai posé une clé de maison sur un comptoir et je me suis éloignée de tout ce qui m'était familier. Maintenant, je me tiens dans un appartement rempli de gens qui choisissent d'être ici, entouré de poteries que j'ai créées de mes propres mains. Et à la chef de projet Senior Martin, ajoute Elliot, ses doigts effleurant les miens sous la table. Son contact m'envoie toujours une décharge électrique, non pas le coup de foudre de l'engouement, mais le courant constant de quelque chose qui se construit vers la permanence. Dont l'équipe a terminé le projet de la tour Richardson 2 semaines avant la date prévue, Elliot comprend les délais et l'intégrité structurelle. Un ingénieur en environnement qui valorise la durabilité dans les bâtiments comme dans les relations. Quand il m'a invité à prendre un café pour la première fois il y a 6 mois, j'ai failli refuser les vieilles. Les habitudes d'abnégation ont la vie dure. Ma thérapeute, le docteur Dubois, a appelé cela un progrès quand j'ai dit oui. La minuterie de la cuisine sonne, m'épargnant d'avoir à reconnaître leurs louanges. Certains changements prennent plus de temps que d'autres. « Besoin d'aide ?» demande Elliot, me suivant dans la cuisine. « C'est bon, je gère. » Les mots sortent automatiquement. Puis je me reprends.
me souvenant du doux défi du docteur. Dubois. Accepter de l'aide ne diminue pas votre force. En fait, pourrais-tu découper la dinde? Je n'ai jamais appris à le faire. Mon téléphone vibre avec un appel vidéo de Chloé. Des appels mensuels. Une limite que nous avons établie après la confrontation du mariage. Je réponds pendant qu'Elliot s'occupe de la découpe. Joyeux Noël, dit Chloé, son visage remplissant l'écran. Son appartement, visible derrière elle, semble plus petit que le mien. Pas de meubles de designer, pas de voiture de luxe garée dehors. Avoir 2 emplois lui a donné une nouvelle perspective sur l'argent, ainsi que des cernes sous les yeux. Tu as l'air heureuse, dit-elle, la voix plus douce qu'auparavant. Ton appartement est magnifique. On se sent chez soi, ici. J'oriente la caméra pour montrer mon atelier de poterie dans la chambre d'amis. L'argile autrefois informe maintenant façonnée en bols et vases qui bordent les étagères. Comment vont papa et maman? Papa est sobre depuis 90 jours aujourd'hui. Il voulait que je te le dise. Elle ajuste la caméra pour révéler notre père assis dans le salon d'un modeste appartement. L'air plus petit en quelque sorte. Les réunions des alcooliques anonymes l'aident. Il est différent quand il ne boit pas. Je hoche la tête, pas encore prête à traiter pleinement cette révélation. Et maman? Toujours bénévole au centre communautaire. Elle voulait participer à l'appel, mais il y avait une collecte de nourriture d'urgence. Chloé fait une pause. Il demande de tes nouvelles. Pas comme avant, cependant. Nous parlons encore quelques minutes avant de nous dire au revoir. L'horloge murale indique qu'il est l'heure de dîner. Autour de ma table, la conversation coule entre Monique, Elliot et des amis de mon cabinet d'ingénierie et de mon cours de poterie. Personne ne mentionne la tirelire exposée sur ma cheminée, maintenant remplie de billets représentant des leçons plutôt que du ressentiment. Après le dessert, Chloé envoie une photo d'un ornement en argile fait à la main, clairement sa première tentative de poterie. Pas joli, mais fait avec amour. Je l'envoie demain. Puis, un autre message arrive de ma mère. J'ai trouvé ça dans le grenier en faisant du tri. Ça t'a toujours appartenu. La pièce jointe montre la maison de poupée de mon enfance. La seule chose que j'aimais vraiment en grandissant. Les papiers de transfert de propriété sont juste en dessous, la rendant officiellement mie. Naine. Plus tard, quand tout le monde est parti et qu'Elliot m'aide avec les dernières assiettes, je sors sur mon balcon. La Seine s'étend devant moi, les lumières des ponts se reflétant sur l'eau sombre. Les bâtiments que j'ai aidé à concevoir se découpent en silhouettes contre le ciel nocturne. La valeur n'est pas quelque chose que l'on gagne par son utilité. Je murmure aux lumières de la ville. C'est quelque chose que l'on revendique en sachant ce que l'on acceptera et n'acceptera pas. Elliot me rejoint, enroulant une couverture autour de mes épaules contre le froid de décembre. Profonde pensée, juste reconnaissante, je réponds en me penchant contre sa chaleur. Parfois, le plus grand cadeau est de réaliser ce que l'on n'acceptera plus jamais. La tirelire est visible à travers la fenêtre, non plus un symbole de ce qui me manquait, mais de ce que j'ai trouvé. Le courage de me valoriser en premier.